Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en enseignement scientifique. Alors, enfin, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé donc au sein de cette matière-là, qui réunit beaucoup plus de monde, je le pense, qu'en spécialité maths et physique. Voilà, pour le coup, parce que, et même SVT d'ailleurs, parce que là, c'est une matière qui touche un peu à tout le monde en fait. Ok, c'est une matière qui touche toutes les premières générales. Alors là, donc on va aborder un tout nouveau thème, à savoir le thème du soleil, ok, et donc le soleil en tant que source d'énergie. Alors là, on va aborder un petit peu la partie physique de la chose, à savoir, donc on va s'intéresser ici au rayonnement, donc émis par le soleil. Donc, on va découper la vidéo en différentes parties. Tout d'abord, donc on va tout simplement s'intéresser à l'énergie délibérée par notre étoile, à savoir donc le soleil. Ensuite, donc tout simplement au rayonnement du soleil. Et enfin, donc à la puissance radiative reçue, donc quand on est sur Terre, de la part du soleil. Et let's go, c'est parti mon kiki, on va s'intéresser donc à l'énergie libérée par notre étoile. Alors bon, comme vous le savez depuis un petit moment, donc notre étoile, donc à nous la Terre, c'est tout simplement le soleil, ok? Et donc c'est l'étoile donc de toutes les planètes du système solaire, dont la Terre justement. Et donc, comme toutes les étoiles d'ailleurs, le soleil en particulier, et vous allez avoir ce qu'on appelle des réactions de fusion. Alors, petit rappel, oui je sais parce que ça fait un petit moment, peut-être que vous avez oublié la définition. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fusion nucléaire? Et ça va être tout simplement l'assemblage de deux noyaux d'atomes légers, afin de former un noyau d'atomes beaucoup plus lourd. Ok? Et donc là ici, vous allez avoir donc au sein des étoiles, tout simplement réaction de fusion, notamment de fusion entre deux noyaux d'hydrogène, afin de former la plupart du temps de l'hélium. Et donc cette réaction-là va s'accompagner également d'une émission de rayonnements dits donc qu'on va appeler gamma, ok, qui seront donc tout simplement à l'origine d'un autre phénomène, à l'origine donc de l'énergie également que va libérer notre étoile, ok. Et oui, parce que du coup, lorsqu'on a une réaction de fusion nucléaire entre les noyaux d'atomes, donc d'atomes d'hydrogène, ça va libérer à chaque fois de l'énergie, ok. Cette réaction donc de fusion entre les noyaux d'atomes d'hydrogène va également s'accompagner au cours du temps donc d'une diminution de la masse de l'étoile, ok. Bravo. Et donc tout simplement cette diminution et cette énergie vont tirer par tout simplement une relation qui est bien particulière en fait que vous connaissez sans la connaître, c'est-à-dire la relation d'Einstein. Donc on a E qui est égal delta M fois C carré, qu'on abrège souvent dans la vie de tous les jours pour faire genre on connaît la formule, E est égal à MC carré. Alors bon, dans la vie de tous les jours c'est abrégé comme ça, nous comme on est en physique on est un peu plus précis, on a mis delta M. Alors pourquoi delta M? Parce que ça correspond bien évidemment à la variation de la masse. Et à chaque fois qu'en physique on parle de variation, et du coup on a l'habitude de mettre delta, ok, depuis un petit moment. Bon, alors donc, E est égal à delta M fois C, donc E c'est l'énergie libérée par les réactions de fusion de notre étoile, donc en joules. Delta M, donc c'est la masse tout simplement de notre étoile, c'est la masse donc perdue, c'est la masse donc qui a été perdue par l'étoile au cours du temps, ok, voilà, donc elle exprime en kilogrammes. Et enfin donc C, c'est ce qu'on appelle la célérité ou bien la vitesse de la lumière, et donc on l'exprime en mètres par seconde. Alors là pour le coup sa valeur est à connaître par cœur, donc ici elle vaut 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, ok. Alors là je vous la donne en notation scientifique, comme ça il n'y a pas de problème, et puis de toute manière c'est cette valeur là que vous devez connaître depuis la seconde normalement, ok. Donc là, c'est rien de nouveau au niveau de la célérité de C. Et si vous la connaissez pas en seconde, là, vraiment, un conseil, apprenez-la cette année parce qu'elle sert toujours, ok. Et encore plus si vous faites spé physique chimie, cette valeur de célérité va fortement vous servir. Donc il faut l'apprendre. Voilà, donc ça c'est la première étape dans laquelle on s'est intéressé à l'énergie libérée par le soleil. Mais donc, cette énergie libérée par le soleil est due, comme on a dit, à des réactions de fusion entre les noyaux d'atomes d'hydrogène. Et donc cette fusion justement va être à l'origine d'un rayonnement, c'est-à-dire donc un rayonnement de type gamma, qui est un rayonnement du coup électromagnétique. Et justement, on va étudier un petit peu le rayonnement de notre soleil, ok. Et en effet, donc comme tout corps matériel, et notamment comme toute étoile de façon générale, de par les réactions de fusion, donc entre les noyaux d'atomes d'hydrogène, on a donc comme ça la libération de rayonnements de type électromagnétique, ok. Et donc, comment ça s'appelle, ces rayonnements-là de type électromagnétique vont s'accompagner donc au cours de la réaction de fusion, et tout simplement d'une libération d'énergie, ok, bravo, due au rayonnement par conséquent. Ainsi donc le spectre d'émission du rayonnement que vous allez pouvoir observer, ok, bravo, on va pouvoir le modéliser comme un corps noir, ok, bravo. Et donc, il va dépendre seulement de deux grandeurs, enfin d'une grandeur principale, c'est-à-dire de la température de surface de l'étoile. Ok. Et ainsi donc, là, on va introduire une nouvelle loi, qui est la loi de Wien, qui va nous expliquer la chose suivante, que tout simplement, la température, donc la longueur d'onde d'émission maximale de l'étoile, donc là, attention, pour ceux qui font spé physique, faut pas faire l'erreur, parce que vous allez voir, on est très vite en train de faire l'erreur. Donc, la longueur d'onde, cette fois-ci, d'émission maximale, est inversement proportionnelle, donc tout simplement à la température absolue de l'étoile. Bon, ça en réalité, cette fois, vous la connaissez plus ou moins, puisqu'en seconde, je vous avais normalement expliqué une chose, j'avais expliqué la chose de cette manière-là. Donc j'avais expliqué qu'en fait, la couleur que vous observez, donc la longueur d'onde
que vous pouvez avoir est inversement proportionnelle à la température, ok? Donc, ça veut dire, par exemple, une couleur rouge qui a une longueur d'onde plutôt élevée, autour de 700 nanomètres, et ben, la température associée sera beaucoup moins élevée, donc on sera autour de 800 degrés, que par exemple une lumière bleue. Une lumière bleue, donc c'est autour de 400 nanomètres, et bah en revanche, la température, là, on est autour de 1500 degrés facile, ok? C'est pour ça qu'une flamme rouge, et bah brûle moins qu'une flamme bleue, ok? Faites très gaffe d'ailleurs, flamme bleue, parce que les flammes bleues, bah du coup, ça a brûlé nécessairement plus qu'une flamme rouge. Hein. Flamme rouge, c'est 300 degrés à peu près, au rouge-orange, tandis qu'une flamme bleue, ok, si on prend les flammes à incandescence, hein, c'est autour de 900 degrés facile, ok? Donc faites bien gaffe aux flammes bleues, ça fait très mal. Bon, fermeture de la parenthèse. Bah en fait, cette explication, j'ai donné en seconde, ça s'applique également pour les étoiles. Et donc, on va avoir une relation mathématique entre la température de l'étoile et donc tout simplement la longueur d'onde d'absorption maximale. Donc ici, la température absolue d'étoile donc sera égale à A, donc une constante, hein, donc 2,90 donc fois 10 puissance moins 3 mètres Kelvin, divisé par la longueur d'onde d'émission maximale de votre étoile. Ok, bravo. Là, pareil, la température ici, elle est exprimée en Kelvin. Donc, A, c'est une constante, on vous la donnera toujours en mètres Kelvin. Et donc, la longueur d'onde d'absorption maximale, elle est toujours en mètres. Là, pareil, au niveau de la température, comme je l'ai dit, on est en Kelvin. Ok. Et donc, très souvent, il faudra être capable de passer du Kelvin tout simplement au degré. Donc, là, l'astuce est très simple. Pour avoir la température donc en degrés, à partir d'une température en Kelvin, il suffit d'ajouter 273,15 degrés. Ok. Bravo. Puisqu'en effet, le zéro absolu, qui correspond donc à 0 Kelvin, c'est moins 273 degrés Celsius, ok? Donc, en ajoutant 273 degrés, et ben, on a la température en degrés, ok? En ajoutant 273,15, plutôt, on a la température en degrés, à partir d'une température qui est, en degrés, en degrés Kelvin. Et réciproquement, si je dois passer du Kelvin en degrés, du degré donc Celsius en degrés Kelvin, je retire 273,15. Alors d'ailleurs, ce que j'expliquais tout à l'heure, que la longueur d'onde d'émission maximale est inversement proportionnelle à la température, on peut le voir sur ce petit schéma-là, en effet. Une étoile de couleur rouge, donc a une longueur d'absorption d'émission maximale autour de 700 nanomètres, donc elle est beaucoup plus élevée en termes de longueur d'onde, ok, qu'une étoile bleue, qui a sa longueur d'onde d'émission maximale de 400 nanomètres. Cependant, au niveau des températures, cette étoile bleue a une température plus importante que la température de l'étoile rouge. Ok, alors, ça c'est tout pour cette partie-là. Maintenant, donc, c'est bien marrant, mais jusqu'à là, on est resté sur le soleil. Mais on va un petit peu s'éloigner du soleil et on va revenir depuis la Terre. Parce qu'en effet, depuis la Terre, on va recevoir une partie de la puissance radiative, justement, du soleil. Et donc, la puissance, par définition, on va rappeler ce que c'est. Donc, ça va être tout simplement la quantité, tout simplement, d'énergie transférée ou bien convertie par un système et donc sur une durée de temps d'état t. On peut l'exprimer donc très souvent en watts ou bien en joules par seconde, ok? Ça, c'est les deux unités en général qu'on utilise le plus souvent. La puissance ici radiative, donc, qui va être reçue par une surface donc plane, elle est proportionnelle donc à l'aire de la surface et donc va dépendre tout simplement également de l'angle entre la normale à la surface et la direction du soleil, ok? Comme on peut voir d'ailleurs sur ce petit schéma-là, si j'en ai. Ensuite, donc, de ce fait, la puissance radiative qui va être reçue par unité de surface, ok, voilà, donc de surface terrestre, va dépendre de différents paramètres, à savoir donc de l'heure, tout simplement. En effet, si on a midi ou si on a 20 heures, on ne recevra pas la même puissance radiative. Ensuite, donc, du moment de l'année, forcément, puisque en été, la Terre, elle incline, par exemple, pour l'hémisphère nord, donc, la Terre est inclinée côté hémisphère nord, donc, face au soleil, tandis qu'en hiver, c'est inverse, c'est l'hémisphère sud qui est incliné, vers le soleil, ok? Et également de la latitude, ok? La latitude, puisqu'en effet, quelqu'un qui est à l'équateur va recevoir beaucoup plus de puissance radiative que quelqu'un qui est au niveau des hémisphères, nord ou sud, ok? Ou encore que quelqu'un qui est au pôle. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui résume un petit peu ce chapitre-là sur le rayonnement solaire. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.